Tout d'abord, puis-je vous demander de définir simplement pour certains de nos auditeurs ce qu'est le transhumanisme? Le transhumanisme, c'est le passage de l'humanisme à une autre civilisation. Et ça, c'est possible grâce à la technologie et grâce à la convergence de ce qu'on appelle les NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences du computer et les sciences cognitives. Et j'y ajouterai la génomique, puisque aujourd'hui, la thérapeutique génique est venue interférer sur ces convergences technologiques. Mais pour faire simple, il s'agit du passage de l'homme que nous connaissons à un homme augmenté, c'est-à-dire un homme dont on va tâcher d'augmenter les capacités physiques, intellectuelles, physiologiques. Et c'est possible. Ça, là est le problème. Parce qu'il y a dans l'homme une notion, une caractéristique essentielle, même ontologique, qui est la perfectibilité. Dieu n'a pas créé l'homme parfait. Il l'a fait bien. Il a vu que son œuvre était bonne, mais elle n'était pas parfaite. Adam n'était pas parfait, sinon il n'aurait pas péché. Il ne se serait pas trompé. Et donc, cette perfectibilité qui est inscrite en nous, de deux choses l'une. Soit je me perfectionne parce que c'est un but général d'augmenter la qualité de ma vie, soit je me perfectionne en laissant les autres me perfectionner. C'est-à-dire que j'abandonne ma personnalité et je laisse les autres interférer sur ma personnalité. Bien entendu, il faudrait définir ce que c'est que la personnalité. Mais à partir du moment où l'homme sera hors sol, car c'est un des objectifs, à partir du moment où il aura été fabriqué in vitro, à partir du moment où ce qui est in vitro aura été choisi dans des banques d'ovocytes ou de sperme, à partir du moment où on pourra le faire croître dans une ectogénèse, c'est-à-dire un placenta et un liquide amniotique artificiel, à partir du moment où je pourrai interférer sur lui au stade d'embryon en changeant son ADN et en le modifiant, comme nous l'avons vu cette année, je m'arrête là, parce que la liste, elle est énorme, des transgressions qui sont faites à l'heure actuelle. Et pour vous amuser et vous attrister en même temps, la dernière nouvelle, c'est que une femme vient de mettre au monde, aux États-Unis, à Knoxville, une petite fille, Emma, elle va très bien, merci. Mais voilà, elle a 6 mois de plus que sa mère. Elle a 6 mois de plus que sa mère parce qu'ils ont acheté ou ils se sont procuré un embryon qui est vitrifié depuis 24 ans. Ouais. Alors les questions bioéthiques qui se posent sont énormes, mais les questions philosophiques aussi. Elle risque de s'en poser d'ailleurs, cette petite, dans le futur. Elle s'en posera des questions, parce que le temps s'est arrêté pour elle lors de sa congélation. On ne mesure pas les conséquences psychologiques. Pour la maman, le temps a couru. Pour la maman qui n'est pas la maman, le temps a couru, mais cet embryon, le temps a été arrêté. Et j'aimerais bien que les philosophes m'expliquent un peu le rapport entre le temps d'une personne congelée et le temps que nous vivons. Ça va encore beaucoup plus loin. Ça ouvre la porte à la cryogénisation des êtres en entier, comme ça se fait aux États-Unis et comme l'ont fait des transhumanistes, qui d'ailleurs ont payé cher. Enfin, non, ils n'ont pas payé cher, mais la boîte a chuté. Et le type qui a fait ça, qui est un humaniste très important, un transhumaniste très important, s'est retrouvé dissous dans la panade. Voilà. Mais ce sont des gens qui font congeler leur corps après leur mort, en espérant que dans le futur, on puisse les décongeler et les ranimer. Mais il y a un mais. Soigner. L'exemple que je viens de vous donner sur cet embryon, qui est une personne, cet embryon est une personne, parce que cet embryon même du premier jour de sa conception, du jour de la syngamie, c'est-à-dire, c'est pas un sein celui-là, la syngamie, c'est l'union d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. Du jour de cette rencontre, c'est une personne parce qu'il y a une cellule nouvelle, le zygote, qui contient le patrimoine génétique nouveau, et donc c'est un être en développement qui a toutes les capacités de se développer et où tout est inscrit déjà. Alors voilà, on peut le geler. Question. Est-ce qu'on peut geler l'âme ? A priori,
priori, non. A priori, non. C'est immatériel. En tout Alors cas, voilà. Vous avez ça pose brièvement. Tout ça, c'est le transhumanisme. Les enjeux tout ça, c'est le transhumanisme qui sont posés par ce développement technique et puis cette absence de frontières morales. Tout à fait. Seulement, il y a une origine à tout ça. On va parler. C'est la philosophie. Oui. C'est la philosophie. Et puis, naturellement, un livre que tout le monde a lu, Le meilleur des mondes, où tout ça est raconté. Seulement, voilà, nous y sommes dans le meilleur des mondes. Oui, un livre fondamental d'Aldous Huxley. Hélas, très visionnaire. En tout cas, avec ce petit préambule, on saisit vraiment que, je pense que ce n'est pas exagéré de le dire, nous vivons une étape charnière dans l'histoire de l'humanité. L'homme a toujours voulu jouer à Dieu ou se prendre pour Dieu. C'est vieux comme le monde, et d'ailleurs, c'est ainsi que nos premiers parents ont chuté. Bien sûr, avec le diable qui les a tentés sur ce plan-là. Vous serez comme des dieux. Des dieux. Mais maintenant, avec les progrès de la technique, on a des possibilités matérielles de transgresser ce qu'il y a de plus sacré dans le vivant. Ce que vous dites m'intéresse beaucoup, parce que vous serez comme des dieux, c'est exactement ce que dit Peter Diamandis, un des patrons du transhumanisme aux États-Unis. Il dit, vous serez comme des dieux, nous serons comme des dieux. Ouais. Et je serai capable de savoir ce que vous pensez quand vous serez à Hawaï alors que je suis à New York. Alors là, on touche à la connexion. L'hyperconnexion dont nos jeunes, malheureusement, sont déjà frappés. Oui. Bon, et tout ça par la technique. Et tout ça par la technique, bien entendu. Bien entendu. La technique envahit nos vies, envahit la vie des plus jeunes en particulier. Et vraiment dès le plus jeune âge, on voit maintenant des enfants qui savent toucher les écrans tactiles avant de savoir marcher, qui sont habitués, qui sont drogués, puisqu'évidemment tout ça crée une forte dépendance. Ils sont habitués dès le plus jeune âge à la technique, à l'invasion de la technique. Les choses vont très loin pour tout le monde maintenant, parce que peut-être un jour, dans une agence de recrutement, on vous a fait passer des tests de quotient intellectuel. D'abord, le quotient intellectuel est en train de décroître en France. Oui. Il y a de multiples raisons. Je n'insisterai pas là-dessus. Parce que c'est une statistique globale sur la population globale. Mais on est en train... Et d'ailleurs, le docteur Laurent Alexandre, qui est un transhumaniste notoire, il n'est pas posthumaniste, il est transhumaniste. Il se défend du posthumanisme. Mais, oui, pouvez-vous préciser? Le posthumanisme, c'est le moment où l'intelligence artificielle aura totalement dépassé l'intelligence naturelle. Donc on rentrera dans une ère où la machine va tout dominer. Et il y a quelques petits malins qui seront quand même en mesure de gérer un peu les opérations, mais c'est pas sûr. Parce que vous avez vu récemment à Hawaï une alerte. C'est bien la preuve que l'alerte a été donnée sans que le contrôle ait pu être fait. Voilà. Et c'est là le problème. Des généraux américains disaient l'an dernier, nous sommes inquiets parce que nos systèmes d'alerte sont extrêmement sophistiqués et c'est l'intelligence artificielle qui fait l'alerte. En fonction d'un certain nombre de données qui ont été préprogrammées, l'alerte est donnée. Mais nous ne sommes plus capables, avec la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle décide, de savoir si effectivement il fallait faire l'alerte. Donc on est sur une frange d'un danger extrême. Et puis ça avance très vite. Très vite. Les progrès techniques dépassent très vite. Notre imagination. Le film, pardonnez-moi la référence triviale, mais le film Terminator de début des années 80 bien sûr. semble vraiment visionnaire. Alors la robotique rentre là-dedans. Fait des progrès extrêmement rapides. À Dubaï, il n'y a plus de policiers dans les rues. Ce sont des androïdes qui font la police. Mais Wall Street est dirigé par l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que des crashs peuvent être fabuleux. L'homme ne peut plus intervenir. Ouais. J'ai lu récemment, c'était sur le site Contre-Info, que le groupe Unilever, un géant américain, recourait à l'intelligence artificielle pour le recrutement. C'est-à-dire que les nombreux candidats passaient par une première étape de sélection qui était effectuée par une intelligence artificielle. Alors je vous parlais un instant du docteur Laurent Alexandre avec son livre « L'intelligence
la guerre des intelligences. Mais il a, à un moment donné, d'ailleurs il s'est fait accrocher, j'ai suivi une émission d'Alain Finkielkraut, entre lui et un mathématicien de qualité d'ailleurs, qui lui faisait remarquer, mais attention, sur quels critères allez-vous recruter aujourd'hui? Le quotient intellectuel, vous n'en voulez plus? Alors il avait une réponse, non, le quotient d'adaptabilité à l'intelligence artificielle et à ses outils. Ouais, c'est plus la machine pour Au revoir l'homme, c'est l'homme pour Tout la à fait. machine. Au revoir la culture générale, au revoir la morale, au revoir tout ce que vous voulez. Là, on est dans une... Ouais, évidemment. Je vous embauche parce que vous êtes capable de bien vous servir des outils de l'intelligence artificielle. Ouais, Vous servez la machine. ouais, c'est ça. C'est plus la machine alors, qui... Oui. D'ailleurs, j'ai une petite question, peut-être une petite récrimination contre l'expression intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence? Ou voilà, qu'est-ce que l'intelligence? Alors, On la ramène à question- philosophie, mais est-ce que ce n'est pas dévaloriser l'intelligence Totalement. humaine que de la réduire à Mais totalement, des puisque combinaisons mathématiques? pour ces matérialistes, le cerveau su de l'intelligence comme la vésicule biliaire produit de la bile. C'est pas nouveau. Oui, alors la démarche transhumaniste, en fait, s'inscrit vraiment dans un matérialisme complet. Total. Avec une nuance. Après avoir été totalement athée, et c'est là où on touche le deuxième aspect de notre entretien, la mondialisation. Voilà que, ne pouvant pas totalement éradiquer le sentiment religieux dans l'homme, parce que l'homme n'est pas seulement Homo sapiens ni même Homo faber, il est Homo religiosus, c'est une donnée ontologique de l'homme. Alors les transhumanistes se disent, il faut quand même que l'on fasse quelque chose en fonction de toutes les religions du monde. Et ça a commencé avec un programme qui s'appelle 2045. 2045 parce que c'est l'horizon 2045. Ça a été déclenché par un Russe, Dimitri Itskov. C'est repris par le professeur Dobrovsky, qui est, attendez, président du Conseil général de l'Académie des sciences pour la modélisation de l'intelligence artificielle à Moscou. C'est pas tout à fait n'importe qui. Et ces personnes disent la chose suivante. Puisqu'on ne peut pas suivre les religions actuelles, mais qu'on a avec elles un dénominateur commun, on cherche la perfection de l'homme. Alors on va inviter tous ces gens à discuter avec nous. Alors on invite les bouddhistes, les hindouistes, absolument toutes les religions du monde, et on va tâcher de trouver un dénominateur commun, ce qui fait qu'avec une pointe d'humour triste, je dis cette chose, prolétaires de tous les pays, donnez-vous la main, hein. Maintenant ça va être religieux de tous les mondes, de tous les pays, donnez-vous la main, et surtout abandonnez vos dogmes. Abandonnez vos dogmes pour que l'on trouve ce dénominateur commun qui nous fasse accepter une évolution globale. Et on arrive dans la globalisation. Je vous signale que l'Église n'est pas en retard dans ce mouvement écuméniste. Hélas, Il faut bien se comprendre. je suis au courant. J'ai quelque chose pour vous, mais nos auditeurs ne peuvent pas le voir. C'est le dernier numéro, c'est la couverture en couleur du dernier numéro de l'Unité des chrétiens. Ça se passe à San Egidio. Oui. Alors, en première ligne, on voit le pape, et puis le patriarche Bartholomé, et puis à côté, le grand imam du Caire, et puis derrière, il y a une brochette de musulmans mélangés de franciscains, et puis derrière encore des mollahs. Alors, l'article est intéressant parce que il dit écuménisme et dialogue interreligieux. Eh bien, c'est très intéressant parce que, en fait, ils se défendent que ces deux sujets soient mêlés. Mais ils le sont dans leurs conclusions parce qu'ils disent que la démarche est finalement la même. Donc, je vous invite à abandonner vos dogmes, j'abandonne les miens, et puis vous allez faire pareil, on va tous faire pareil, et on va avoir une religion mondiale, qui va être la religion de l'ordre nouveau. Et un distingué personnage qui s'appelle Lewandowski vient de nous sortir encore quelque chose dans ce sens. Le transhumanisme débouche sur le transdéisme.
Tiens, comme par hasard. Ouais. Alors nous y sommes. Et ce transdéisme aura une idole ou un dieu vivant révélé. Ah. C'est l'intelligence artificielle. J'ai cru que vous alliez me dire l'antéchrist. Eh bien nous y sommes. Mais c'est la même chose. Ben nous y sommes. Voilà. Donc pardonnez-moi, j'étais un peu rapide, mais nous sommes absolument dans cette situation où le transhumanisme déroule le tapis vert à l'antéchrist. Bon, Ou le tapis rouge, si vous préférez. Il y a un lien, il y a une unité entre ces différentes idéologies qui sont à l'œuvre et qui malheureusement prédominent actuellement, en tout cas dans le discours médiatique, hein, le mondialisme, le transhumanisme, etc. C'est le refus des barrières, le refus des frontières, c'est-à-dire le cosmopolitisme, en fait. Tout à fait. Le refus des Tout frontières à fait. nationales, Bien sûr. humaines, morales, Un homme hors sol n'a pas de frontières. qui sont vus comme autant d'obstacles et de contraintes. Contraintes Bien- étant par définition insupportables Bien par sûr, bien l'idéologie sûr, bien libérale. sûr, bien sûr. Bon, c'est le libéralisme à tous Oui, les oui. étages. Bien sûr. Alors je rappelle aux auditeurs que je reçois le père Jean Boboc, auteur d'un livre intitulé Le transhumanisme décrypté, ainsi que le frère Thierry. Vous pouvez intervenir, chers auditeurs qui êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Vous pouvez intervenir par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à l'adresse courtoisie@radiocourtoisie.fr. Voilà, faites-nous part de vos remarques ou de vos questions. Père Jean Boboc, le sous-titre de votre livre, c'est Métamorphose du bateau de Thésée. Voilà, C'est un peu mystérieux. Oui, c'est mystérieux, mais c'est que c'est extrêmement précis en fait. Les Athéniens ont entretenu le bateau de Thésée en changeant les pièces régulièrement. Si bien qu'on pouvait se poser la question, au bout d'un certain nombre d'années, est-ce que Thésée aurait reconnu son bateau? Et probablement pas. Et c'est ce qui se passe avec l'homme. On va lui changer les pièces, il ne va plus être un homme. C'est pour ça que j'ai fait allusion à ce mythe. Il est très grave, hein, il est très grave parce que le bateau de Thésée, il n'a plus repris la mer. Mais nous, on nous change, on nous modifie, mais nous prenons la mer. La haute mer. Et une mer, un bateau qui n'a plus de quilles. Qui fait du cabotage, qui tire des bords à droite, à gauche, mais il n'y a plus de quilles. Voilà. Et nous sommes dans cette situation. Alors naturellement, il y aura une politique d'entonnoir, c'est-à-dire que n'ayant plus de quilles, n'ayant plus rien, on tombe dans un creuset et on aura un homme normalisé, parfaitement modifié génétiquement. Parce que nous avons maintenant deux nouveautés en matière de génétique. Emmanuel Charpentier, Madame Emmanuel Charpentier, aurait dû avoir le prix Nobel il y a 1 an et demi pour sa découverte, extraordinaire d'ailleurs, c'est le ciseau génétique qui permet d'aller couper un petit morceau de l'ADN déficient et de le remplacer. C'est une réparation génétique. Mais il faut bien comprendre qu'on va remplacer ce qui était déficient par quelque chose d'extérieur. Donc on va modifier définitivement le génome de cette personne. Et cette personne modifiée va transmettre son héritage génétique indéfiniment. Et maintenant, le docteur Liu, à New York, vient de réussir à ce qu'on pourrait appeler un crayon génétique. C'est-à-dire il peut crayonner un produit génétique. Alors si on additionne, si on fait converger ces deux technologies, on arrive à quelque chose qui, sur le plan scientifique, c'est fabuleux. Sur le plan moral, je ne sais pas. Sur le plan bioéthique, je ne sais plus, parce qu'il n'y a plus de bioéthique. Alors on nous parle actuellement des assises ou je ne m'intéresse même pas. Je sais que tout sera accepté. Parce que durant le dernier gouvernement, je ne sais même plus son nom, d'ailleurs j'ai oublié son nom. Comment s'appelait-il le président Hollande Hollande, c'est ça, oui. Il ne mérite que l'oubli. Ça y est, c'est fait. Tout ce qu'il avait... Il a été honnête. Il avait annoncé que pendant sa présidence, un certain nombre de questions seraient réglées. Alors effectivement, elles ont été réglées, mais elles ont été réglées mal. Elles ont été réglées contre l'homme, et en particulier contre la femme, d'ailleurs.
non seulement l'avortement, qui était déjà accepté, a été renforcé. Renforcé par l'interdiction que nous avons, nous tous, de dire que ça ne va pas, de dire qu'il faut parler, de dire qu'il faut parler aux femmes qui sont demanderesses de ce genre de choses. C'est interdit. Et vous imaginez ça? Où est la liberté d'expression? Il n'y en a plus. C'est très grave. C'est extrêmement grave. Bien sûr, le système marche vers le totalitarisme. Voilà. C'est son essence, totalitaire. C'est son essence. C'est le paradoxe du libéral, qui professe les libertés, mais qui concrètement... Eh bien, le transhumanisme va être aussi une dictature. Parce que la majorité des hommes seront, comme le dit le docteur Laurent Alexandre, seront des idiots inutiles. Ils seront quand même utiles à quelque chose, c'est la consommation. Ils seront utiles à la consommation. Mais ils seront dirigés par une élite qui aura été transformée, qui aura été transhumanisée. Voilà. Ouais. La consommation, de toute façon, on n'est pas prêt de s'arrêter. Le but de l'élite, en tout cas d'une certaine élite, c'est le profit. Donc qui dit profit, parce que le problème, dit consommateur, tout à fait. Le problème bioéthique qui se pose, c'est que tout ce qui peut se faire ne devrait pas se faire. Or, les bioéthiciens transhumanistes disent tout ce qui pourrait se faire doit être tenté. Ouais. Nous n'acceptons aucune limite. Et ça, c'est la chose, vous l'avez souligné vous-même tout à l'heure, c'est la chose principale. Aucune contrainte, aucune limite, aucune loi. Ça fait partie du manifeste transhumaniste. Et aussi une déification de la science, en tout cas de la science au sens moderne du terme. Oui, je vous en parlais tout à l'heure. De la matière et du nombre qui sont quasiment idolâtrés. Tout à fait. Je vous parlais de l'idole nouvelle, c'est l'intelligence artificielle avec son culte. Ça sera le Dieu révélé du transhumanisme. Ouais. Et tout se tient. Ça aura mis, 20 ans pour se faire. Mais là, ça va avec une accélération incroyable. Ça va très, très, très vite. Ouais. Et ce que je voudrais dire au propos de cette mondialisation, ou de cette globalisation, c'est que ce qu'ont fait les Américains, les Russes le font. Maintenant, c'est bipolaire. Les Chinois le font. Et les Chinois font beaucoup de choses. Les Chinois, par exemple, dans le travail génétique qu'ils font à Shanghai, ils ont recruté dans le monde entier des individus, surtout des savants, qui leur ont donné de l'ADN, un échantillon d'ADN. Ils ont pris ça sur des individus qui avaient un quotient intellectuel de plus de 160. 160, c'est très fort. Donc, ils ont, avec ces échantillons, ils savent maintenant fabriquer de l'ADN supposé donner des surhommes sur le plan intellectuel. Donc ils font exactement ce qui est interdit par la Convention d'Oviedo, mais ils ne l'ont pas signé. Ouais, tout ça évoque le génisme. Donc, mais... Oui, c'est le génisme, mais c'est le génisme généralisé, mondialisé. Ouais. Alors je suis un peu perplexe personnellement sur la notion d'intelligence humaine elle-même qu'on pourrait quantifier comme ça. On est toujours dans la quantité, dans le mathématique. Il y a peut-être plusieurs formes d'intelligence humaine. On peut être très intelligent dans un domaine et complètement incapable dans un autre. Quels sont les critères d'intelligence de ces exactement, mais cette remarque... Allez-y. Les critères d'intelligence, ça a été les critères de réussite. C'est-à-dire qu'on prend des individus qui ont un quotient très fort, 160 ou plus, on sait qu'ils ont des prix Nobel, etc. On a quand même toutes les chances, en croisant tout ça, d'arriver à quelque chose. On ne va pas faire des crétins. On ne va pas faire des crétins avec ça. Voilà. Donc là, on va être fort dans un domaine. Oui, voilà, c'est parfait. Peut-être dans d'autres domaines intellectuels aussi, des choses qui leur échapperont. Ah ben oui, mais c'est plus nécessaire du tout. C'est plus nécessaire du tout aujourd'hui, ça. Ce que l'on veut, c'est des gens performants dans un domaine précis. Point. Ouais. Voilà. Donc au revoir la culture générale, au revoir la civilisation, etc. Bien. Alors évidemment, quand on parle comme ça, on pourrait dire ah là là, ce sont des propos vraiment ringards, etc. Non, ce sont des propos qui collent à la réalité. Et mon travail depuis plusieurs années, c'est de me tenir au courant de ce qui se passe, notamment en génétique, parce que j'y vois là le danger le plus fort, le plus grave. On est en mesure demain de fabriquer des hommes, je dirais même plus, de fabriquer la vie artificielle. Pas fabriquer, pas complètement, puisqu'il y a forcément, une infusion d'une âme, d'un principe immatériel, il y a toujours l'intervention. J'entends bien. Le
Mais on fabrique de la vie, notamment bactérienne, à partir de modules en 3D. Et je donne encore un exemple tout récent. On a réussi à fabriquer un ovaire, à imprimer un ovaire en 3D, permettant à des souris, alors vous me direz on n'est pas des souris, mais ça commence toujours comme ça en laboratoire, permettant à des souris de retrouver leur cycle menstruel et ensuite de donner naissance. Donc voilà des souris qui sont capables de donner naissance à des petites souris, à des souriceaux, à partir d'un ovaire imprimé en 3D. Fabuleux sur le plan technique. Fabuleux. Et vous voyez où ça nous mène. Alors le transhumanisme marche sur deux jambes. D'une part, les progrès de l'intelligence artificielle et de la robotique et de la mécanique qui vont venir se greffer sur le corps humain, ça a déjà commencé. Et l'autre jambe, c'est la manipulation génétique elle-même. Oui. Et on va vous dire, ça peut faire énormément de bien, ça en fait déjà beaucoup. Mais tout à fait. Pour les gens qui sont accidentés, des accidents de la vie, qui ont des handicaps terribles, etc. Bien sûr. Et d'ailleurs, pour être taquin, c'est pas tout à fait nouveau, puisque la jambe de bois du pirate, pour prendre l'image d'Épinal, est-ce que c'est pas déjà un petit peu une adjonction mécanique au corps humain profitable et on serait dans cette logique qu'on pourrait il y a une grande différence dans le nouveau paradigme médical. Le paradigme médical classique, c'était celui de la thérapeutique. On répare, on soigne. Maintenant, on améliore, on augmente. C'est plus du tout la même chose. Donc effectivement, lorsqu'on voit ces champions paralympiques qui font des merveilles avec des prothèses, on est impressionné. Mais il y a eu des exemples de gens qui ont demandé une amputation pour bénéficier de prothèses pour faire quoi ? Des performances. Parce que la performance, aujourd'hui, c'est sacré. Il faut être performant en tout. Ouais. L'amour doit être performant aussi. Oui. Le cybersexe est arrivé, etc. On reste toujours dans le matériel, quoi. Les performances matérielles. Les progrès sont matériels. Les progrès que vous avez évoqués tout à l'heure, qu'on nous fait miroiter, sont toujours des progrès matériels, tout à fait. Sociaux. Tout à fait. Le vrai progrès, en tout cas le progrès le plus important et de très loin, c'est le progrès spirituel tout et à moral. Fait. Voilà. Mais pour les nations comme pour les hommes. Il est là, ce vrai progrès. Le transhumanisme va vous répondre, ça ne nous intéresse plus, parce que nous allons avoir une nouvelle morale. Et un des grands transhumanistes a dit récemment, c'est un devoir moral que de choisir ses embryons et de choisir les gènes de ses futurs enfants. Voyez comment la chose glisse. Oui, mais c'est facile, à mon avis, de montrer que cette morale ne repose sur rien. Oui, qui dit morale dit bien et mal, qui fixe le bien et le mal dès lors qu'on est dans une optique libérale, sans référence transcendante. Vous avez raison, totalement, mais nous sommes tous d'accord là-dessus. C'est comme parfois je vois des militants LGBT, comme on dit, là, homosexualistes, sur les réseaux sociaux par exemple, qui sont scandalisés que quelqu'un tienne un propos réactionnaire. Et quand ils sont outrés, ils disent c'est horrible, c'est immoral de dire bien ça. Sûr. C'est immoral. Bien sûr, et quand on creuse un peu, ils sont incapables de vous définir ce qu'est la morale. Évidemment, ils n'en ont pas. Non pas qu'il n'ait pas de conscience du bien ou de mal. Je ne veux pas évidemment dénigrer plus que nécessaire. Comprenons-nous bien. Le transhumanisme n'a aucun rapport avec la morale. N'a aucun rapport avec la sensibilité. Il y aura une nouvelle sensibilité. À partir du moment, vous savez, à partir du moment où vous aurez été, comment dirais-je, ça porte un nom qui m'échappe, on vous aura mis une puce sous la peau. Comme ça se fait en Suède, par exemple, on rentre dans une entreprise, avec la puce sous la peau, la porte s'ouvre, vous allez faire vos photocopies, mettez la main sur la photocopieuse, on sait combien de photocopies vous avez faites, etc., etc. Donc vous êtes littéralement vérifié. Mais ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est de pouvoir faire une interface entre le cerveau et le computer. L'ordinateur. C'est-à-dire de vous placer sur le cerveau des puces qui vous permettront d'apprendre plus vite, soi-disant de comprendre mieux, mais surtout qui vous permettront d'emmagasiner une mémoire qui n'est pas la vôtre.
Or ça va très loin, parce que, à la limite, ils vous disent, vous pourrez lire un livre sans le lire. Bon, moins d'efforts, voilà, on en revient C'est, à ce rêve très actuel. tout à fait, tout à Moins fait. d'efforts possibles, Et alors, pour ceux qui font plaisir. une des questions qui se pose, c'est est-ce que tout cela c'est de l'utopie ou pas? Et moi je dis non, c'est pas de l'utopie. Parce que c'est techniquement possible. Tout n'est pas possible, bien entendu. Mais beaucoup de ça est possible. La génétique, c'est sûr, ça y va. L'intelligence artificielle, c'est certain, ça y va. La conquête spatiale, c'est certain, ça y va. Ah, voilà, un trépied sur lequel on peut raconter tout ce que l'on veut, ça va se développer. Et ça se développe de façon mondiale. Dans une concurrence. Je préfère encore une concurrence que quelque chose qui soit monopoliste. Mais ce qui se fait dans la Silicon Valley, ça se fait dans les centres ex-soviétiques de recherche, ça se fait en Chine, et en Europe, les choses se font, mais de façon mièvre, parce qu'on manque de capitaux, tout simplement. Sinon, ça irait beaucoup plus loin. Donc, comme le dit le docteur Laurent Alexandre, qui veut que les choses aillent plus vite, nos pays européens vont prendre du retard dans cette recherche. Ce qui fait que, certainement, nous serons, comme il le dit, les chimpanzés de l'ère nouvelle. Puisque tout se place, attention, tout se place dans la vision évolutionniste. Il faut bien comprendre ça. Oui. C'est pour ça que Dieu n'a plus rien à voir ici. Vision évolutionniste. Ce que veulent les transhumanistes, c'est devenir les pilotes d'une évolution accélérée telle que eux la veulent. D'une évolution de l'homme. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure du post-humanisme, c'est-à-dire que les transhumanistes vont se développer avec ces techniques jusqu'au moment où l'intelligence artificielle sera telle qu'ils auront été tellement appareillés que l'on ne reconnaîtra plus l'homme, donc le bateau de Thésée, il va couler. Vous évoquiez la Silicon Valley, donc aux États-Unis, comme centre, l'un des centres principaux de Oui. l'avancée Oui, de la recherche transhumaniste. oui, C'est intéressant de noter que ces recherches, ces rêves transhumanistes sont poursuivis sur le plan technique par des Oui. entreprises du privé. oui, les GAFA. Voilà, les GAFA principalement, les principales sociétés d'Internet qui ont un peu le monopole du numérique actuellement. Et les États sont extrêmement en retrait là-dessus. Tout à fait. C'est intéressant de noter que c'est finalement l'économique qui prend le pas. Un auditeur d'ailleurs nous a fait parvenir un message en ce sens, l'économique qui prend le pas, enfin, qui est la cause. Tout à fait. Cela, Tout à fait. la recherche et le culte du profit. Et ces avancées techniques sont aussi là pour générer plus de profit, pour maintenir certains monopoles, Absolument. pour offrir de nouveaux débouchés. Absolument. Mais il ne faut pas Assez oublier grande non plus les retombées positives, car il y a des retombées positives, notamment sur le plan médical. Vous l'avez Oui. évoqué tout à l'heure. Bientôt, Mais les les retombées- aveugles pourront voir à nouveau, en tout cas en partie. Certains aveugles, oui, avec des yeux Oui, artificiels. mais tout à fait. Ils verront, Connectés au cerveau. ils entendront, et les handicapés marcheront. Attention, attention, le nouvel évangile. Bon. Ouais. Elisabeth, quelques messages d'auditeurs. Mon père, nous avons 2 questions. Un petit peu étranges, mais qui font réfléchir sur tout ce qui pourrait être possible. Alors, merci pour votre formidable émission. À votre avis, vont-ils parvenir à créer une âme semblable à l'âme humaine, mais une âme électronique? Je ne pense pas qu'ils y parviendront, mais qu'en pensez-vous? Alors, il est maintenant question de la conscience qui peut être transférée sur un serveur. Vous parliez d'intelligence tout à l'heure. L'intelligence, ça répond à certains critères. Aujourd'hui, nous avons un problème majeur. On ne sait pas vraiment différencier à cause d'une bouillabaisse sémantique, l'intelligence, la conscience, l'âme, l'esprit. Tout un brouillard. Or, ils se servent de ce brouillard parce que ce sont des gens qui vivent selon le dualisme. Il y a le corps et l'âme ou l'esprit, enfin quelque chose d'autre, du domaine spirituel. Or, c'est ça qu'ils veulent transférer. Or, ils disent, si nous sommes capables d'étudier tous les comportements humains, on touche à l'âme. Donc, ils auront une définition de l'âme au rabais.
c'est l'homme au rabais. Le philosophe Beignet a dit parfaitement juste. L'amélioration de l'homme, l'augmentation de l'homme, c'est la diminution de l'homme. C'est sa réduction. Alors, seront-ils capables de faire une chose comme ça? Dabrowski, oui, il dit que oui. J'ai ici un tableau que vous ne pouvez pas voir naturellement sur le projet Avatar. Ce projet Avatar, qui est le projet russe, se développe depuis 2015 et doit se terminer vers 2050. Or, il s'agit de quoi? Il s'agit étape par étape, justement, d'introduire sur un robot une conscience. Je dis une conscience pour ne pas dire la conscience. Ce sera une conscience au rabais, mais ce sera une conscience que je pourrai contrôler. Et c'est parfaitement dit, ça c'est ils l'ont mis en anglais, la Strategic Social Initiative, par l'interface entre l'ordinateur et le cerveau. Ça, c'est la chose la plus redoutable. Parce que faire des hologrammes, on saura les faire. Faire un homme robotique, on saura le faire. Mais à partir du moment où on voudra le contrôler, on voudra aussi lui insérer une conscience. Bon, le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'ils nous disent qu'un jour, ça c'est Kurzweil, en Californie qui raconte ça, qu'un jour, l'intelligence artificielle sera capable de elle-même se modifier, se réparer, s'améliorer à une vitesse qui va nous échapper 10 milliards de fois plus vite que nous. Oui. Bon. Ça Actuellement, restera technique. Mais oui, bien sûr, ça restera technique. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'il faut lutter contre... Alors c'est peut-être utopique de ma part, mais il me semble que ce serait intéressant de lutter contre l'emploi des termes intelligence et conscience. C'est une très bonne pour ce qui idée. n'est pas humain. Et c'est valable aussi d'ailleurs pour nos amis les animaux. C'est un emploi abusif et potentiellement dangereux de parler d'intelligence pour les animaux. À mon avis. Quoi qu'il en soit, pour revenir à la question de l'auditeur, si l'on considère, selon la tradition occidentale et chrétienne, que l'âme est un principe immatériel, on ne pourra jamais en créer. Peut-être des ersatz, des Mais c'est bien. pseudo-intelligences. Quand vous dites des ersatz, j'apprécie parce que il s'agit bien de ça. C'est un ersatz d'homme qu'on veut fabriquer. Donc ce sera un ersatz de corps, ce sera un ersatz d'âme. Ouais. Donc c'est un homme diminué, car il est bien question que en 50, on est un avatar qui soit comme un hologramme. Et puis, Après votre décès, on va vous cryogéniser, mais on va essayer de... Parce qu'on vous aura depuis des années observé, vous aurez donné toutes vos informations, c'est tout sur vous. D'ailleurs, aujourd'hui, ce sont les algorithmes qui déjà nous dirigent, n'est-ce pas? On sait tout sur vous aujourd'hui. Mais demain, on en saura encore beaucoup plus parce qu'on saura beaucoup de choses de votre conscience. Eh bien, ils vont vouloir programmer ça et introduire ça sur un avatar. Alors évidemment, ça, je n'y crois pas aujourd'hui, mais je fais très attention parce que je vais suivre le conseil du philosophe Beignet, qui est de dire, vous les théologiens, faites attention, vous devriez lire beaucoup plus de science-fiction. Oui. il faut s'imaginer dans quelques années que nous côtoierons des robots d'allure humaine. C'est extrêmement probable. Bien dans sûr. les prochaines années. Bien Ça sûr. fait longtemps que la science-fiction en parle, mais on avance. On avance à grands pas d'un point de vue technique, en tout cas. Les entreprises sûr. travaillent à plein Oui, là-dessus. oui, Elles sentent oui. qu'il y a un marché extraordinaire. Ça va avoir des conséquences qu'on est incapable d'imaginer. D'abord, Des grandes révolutions. ça hein. va supprimer des millions d'emplois, mais sûr. l'intelligence artificielle va en créer d'autres, nous dit-on. Bon. Soit. On voit à quel rythme les grandes révolutions techniques se succèdent, et c'est un rythme qui s'accélère. Voilà. Il y a eu l'électricité, il y a eu le téléphone, il y a eu Internet, le téléphone portable. La prochaine, à mon avis, c'est la robotique. Et C'est l'arrivée des robots d'allure bien humaine sûr, bien sûr, bien sûr. dans notre environnement. Bien sûr, on leur donne d'ailleurs le robot, il pourrait être cubique ou rond ou n'importe quoi. On leur donne volontairement une forme Android pour qu'on s'habitue à cette comment dirais-je, intimité avec le robot. Ça va être le retour de la domesticité. Oui. Aujourd'hui, presque plus personne en France n'a de domestique. Et voilà. Mais dans quelques années, ça va être le retour. Et Mais puis il y a- quand on aura fait des robots suffisamment performants qui donneront l'impression d'avoir des réactions humaines, toujours agréables évidemment, eh bien, certains auront vite fait de choisir
entre certains une femme qui peut, dans des cas extrêmes, évidemment, se révéler une mégère, et un robot toujours parfait. Oui, c'est certainement, travailler. extrêmement rare, les mégères. Mais l'industrie actuelle de la poupée gonflable, qui n'est plus gonflable, qui est maintenant faite dans un matériau extrêmement sensible, qui peut se prêter à tous les désirs, qui peut parler. Parce que maintenant, il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle parle et qu'elle vous dise exactement ce que vous avez envie d'entendre. Donc c'est programmé, ça. Ça se fabrique en Angleterre. Il y a 2 ans, j'en parle dans mon livre, il y a 2 ans une exposition aux États-Unis. Ça fait fureur, faut pas croire, ça fait fureur. Oui, bon. Alors jadis, les plus Mais pour les dames, c'est pareil, hein, attention. Oui, bien sûr. Oui. Ma petite remarque de tout à l'heure est valable aussi, évidemment, dans votre sens. Mais voilà, les plus amers d'entre nous, jadis, préféraient les animaux aux hommes. Et bientôt, ils préféreront des robots aux hommes. Vous savez, dans le manifeste transhumaniste, la zoophilie est tout à fait fait partie de tous les tabous à éradiquer. Ouais. Hein? Il y a d'ailleurs eu, quand était-ce ? C'était l'an dernier, je crois, en Suède, un groupe socialiste de jeunes qui a demandé à l'État de faire un décret sur l'inceste, d'en finir avec l'interdiction de l'inceste, d'en finir avec l'interdiction de la zoophilie, et d'en finir, tenez-vous bien, avec la nécrophilie. Alors évidemment, il y avait quelque chose là-dedans de provocateur, mais en ce qui concerne l'inceste, pour ma part, je suis convaincu que ça va aller dans ce qu'on appelle les réformes bioéthiques. Alors peut-être pas dans l'année qui vient, mais ça va venir. Et puis l'abaissement évidemment de l'âge, majorité sexuelle, comme on dit. Évidemment, tout ça c'est la même chose, c'est la même démarche. Mais bon. Donc on est dans une société pédophile. Pédomane même, parce que c'est pas... Étymologiquement, c'est pas de la philia. Oui, c'est vrai, oui. Oui, pédomane. Mais bon, tout ça est très logique. Hein. Les idées suivent une logique, et si on en est aujourd'hui là, c'est pas par hasard. En étudiant un peu l'histoire des idées notamment, on peut prévoir. Voilà, c'est pour ça que je me suis senti obligé d'écrire ce livre non pas pour dénoncer les choses, mais pour mettre en face la proposition chrétienne. En partant de cette question de la perfectibilité de l'homme. Alors nous avons, l'ascèse, n'est-ce pas ? De progresser dans l'ascèse, c'est ça notre perfectibilité. Dans la vertu. Et la vertu en vue de notre sanctification et déification. Or, eux vont aussi dire, il y a une ascèse dans la recherche scientifique, et on va aller vers une sanctification profane, qui est celle de devenir immortel, c'est-à-dire l'immortalité cybernétique. Alors on n'a pas parlé de ça, mais c'est une chose inouïe. Là, ce sera soit le corps humain rendu immortel, soit la conscience transférée dans la machine. Mais ce serait plutôt la deuxième solution, parce que n'oublions pas que le transhumanisme est gnostique, dualiste et gnostique, et qu'il méprise le corps. C'est bien pour ça qu'ils veulent changer et l'améliorer. Donc on rejette le corps à terme pour avoir cette fameuse conscience qui sera inséré dans un hologramme, et puis nous aurons donc un individu immortel sur le plan cybernétique. Oui, il y a déjà des films d'ailleurs qui suivent ce scénario. Bien sûr, bien sûr. Elisabeth, un autre message d'auditeur ? Oui, des psychiatres se sont-ils interrogés ou s'interrogent-ils sur la santé mentale des transhumanismes ? C'est une question amusante et justifiée. J'en connais certains transhumanistes, non pas par plaisir, mais je les trouve un petit peu particuliers sur le plan de leur profil psychotique. Ah oui ? Oui. Si je puis me permettre, mon père, je pense que les transhumanistes ne sont pas fous, ils suivent simplement une logique intellectuelle. Tout à fait. Par contre, ils vont devenir fous, ils vont vers la folie, à force de quitter l'ordre des choses, l'ordre de la nature, et d'être coupés de nos fins naturelles et surnaturelles, eh bien ils vont arriver à la folie. Qu'en pensez-vous ? Alors, je suis convaincu qu'ils sont déjà en partie fous. Dans ce livre, pardonnez-moi d'en reparler, mais je dresse une espèce de trombinoscope d'une dizaine de transhumanistes américains ou nord-américains
il y a parmi eux, parmi les philosophes, parmi eux, beaucoup de transfuges de la foi. Beaucoup de méthodistes, beaucoup de protestants qui ont quitté telle ou telle église, parce que le protestantisme c'est un archipel, donc c'est pas une pensée unique, n'est-ce pas? Oui. Voilà, et donc il y a quelque part un désir d'immortalité, de recherche de l'immortalité, mais ils ont quitté l'église, mais si je c'est puis dire. naturel à l'homme, non? Puisqu'en effet, mais évidemment. Notre âme est immortelle. Voilà. Seulement, il y a pour eux l'illusion de la biotechnologie. Or, cette illusion, ce n'est pas une illusion. Ça devient une illusion dans le terme final. Mais il y a tout un développement du transhumanisme qui est possible grâce aux biotechnologies. Ça, il faut bien le savoir. Après ça, qu'est-ce qui deviendra? Qu'est-ce que tout cela deviendra? Je n'en sais rien. Je sais simplement que c'est totalement en opposition avec le christianisme. Mais ce n'est pas en opposition avec le bouddhisme. Mais ce n'est pas en opposition avec l'hindouisme. Ouais. Mais ce n'est pas en opposition avec toute une série de religions d'Extrême-Orient qui aujourd'hui sont des pays qui comptent, qui ont une industrie fantastique, qui font du génie génétique et qui n'ont pas le problème que nous avons, nous, avec notre conception de l'âme. Pour eux, le transfert de conscience sur un avatar, c'est parfait, puisqu'ils croient à la transmigration. Ouais. Donc, vous voyez, nous avons, nous, des jugements... Et puis ce sont que des nous religions impersonnelles aussi. Ah ben oui, tout à fait, bien sûr. Ah bon. Nous avons nos jugements parce qu'on a un héritage chrétien, encore il me semble, mais dans ces pays-là, non, ils n'ont pas cet héritage. Donc, ils réfléchissent tout à fait autrement. En tout cas, tous les hommes cherchent, à peu près tous cherchent la même chose, où qu'ils naissent, et peu importe à quelle époque ils sont nés, ils cherchent le bonheur, l'immortalité sûrement, et une sorte de Seulement, paradis. oui, Alors on le cherche, le paradis, on le voilà. cherche. La différence, c'est que nous dans voulons l'au-delà. mourir. Non, voilà, Nous c'est voulons intéressant, on va mourir, dire. nous voulons mourir Alors, pour pouvoir vivre. Nous cherchons le paradis céleste, Oui. divin, Oui. et eux, en bonne logique matérialiste, le cherchent ici-bas, veulent le créer ici-bas, par la technique. Par la technique. Et la franc-maçonnerie le dit parfois explicitement. Le professeur Lozakmer en a parlé dans certains de ses ouvrages, c'est très intéressant. La franc-maçonnerie promet et promeut un paradis terrestre Oui, grâce à la technique. Le bonheur sur Terre. Mais ils sont derrière, ils sont derrière le transhumanisme. La question que je me suis souvent posée, c'est sont-ils les promoteurs du transhumanisme ou ont-ils pris le train en marche? Je ne sais pas. Mais le résultat est le même. Aujourd'hui, ils sont très intéressés par le transhumanisme. Ils en sont, comment dirais-je, les héros. Évidemment, de toute façon, il y a tout un tas de points communs. Et notamment ce refus de dogme que Bien sûr, vous évoquiez au bien début. sûr, bien sûr. C'est le cheval de bataille. Et alors, il y a aussi ce rapport à la mort que vous venez d'évoquer. Ce refus de la mort. Le refus de la vieillesse. Évidemment, si l'on pense qu'il y a Oui. le néant ensuite, Oui. c'est normal de la refuser. Oui. Le refus des souffrances liées à la Oui, mure, oui. la déchéance du corps. Donc, soit on essaie de la rejeter totalement, soit on la précipite au contraire pour s'éviter une partie de notre vie peut-être pénible sur certains plans. Alors je Il suffit d'assister qui fait de très très grands progrès aussi. Je voudrais faire une remarque, c'est une remarque patristique. C'est que Saint Grégoire de Nice, dans son anthropologie, la création de l'homme, il fait une remarque terrible. Il ne supporte pas sa physiologie. C'est insupportable pour l'homme d'être obligé de manger, de boire, d'avoir des problèmes physiologiques, d'enfanter, etc. etc. Il décline tout ça. Et cette déclinaison, je l'ai mise en rapport avec la déclinaison des transhumanistes, car ils disent exactement la même chose. Seulement, un paragraphe plus loin, Saint Grégoire reprend tout ça et montre que justement cette condition humaine, c'est la seconde chance. Et j'aime beaucoup cette idée de la seconde chance. Il faut assumer tout ça et sublimer tout ça pour pouvoir mourir comme il faut, de façon à ressusciter. Et le Christ est passé par là, Ah oui, malgré la misère de cette condition humaine. il l'a endossé. Oui, on en parlait tout à l'heure avec les frères. Il l'a endossé.
Et nous l'avons aussi endossé par le baptême. Le Christ. Ah oui. Il y a cette chose permanente, cet aller et retour. Mais vous êtes bien silencieux. Frère Thierry, Est-ce que je pourrais faire une petite remarque? Toutes les idées des transhumanistes, Oui. devant le micro. on les avait au XVIIIe siècle, chez Holbach, Lamétrie, Bien sûr. mais à l'époque ce n'était qu'une rêverie. Alors justement, de vous consacrer dans votre livre Sauf chez comme Cornbulle. Bock, un chapitre Entier, oui. au 18e, les Lumières, le rapport des Lumières, Oui, la bien parenté entre le transhumanisme et les Lumières. Les plus cultivés des transhumanistes font référence essentiellement à Condorcet. Bien sûr, Condorcet, Lamétrie, Holbach Voilà. et Diderot. Diderot, il en a écrit des belles là-dessus. La lettre sur les Oui, aveugles. oui, oui, tout Alors, à fait. non, oui. Je vous en prie. je vous citant Diderot, là, Diderot qui écrivait dans ses mémoires pour Catherine II, « L'homme et l'animal ne sont que des machines de chair ou sensibles. Tout animal est plus ou moins homme. Il n'y a rien de précis en nature. » Alors, Tout est flou, donc il n'y a pas de alors, frontières. ce qui est très important là, Mais c'est c'est le extrêmement grave refus comme propos. de l'ordre naturel. Oui. Et c'est peut-être notre crise de civilisation qui a amené à une véritable occultation de ce qu'est l'ordre naturel. Et malheureusement, dans les milieux croyants, catholiques ou orthodoxes, ne parlons pas d'autres sectes hérétiques, la morale est aujourd'hui d'essence consciente. Oui. Alors c'est-à-dire, frère Thierry, C'est-à-dire, on ira, il faut pas forniquer, mais il y a un impératif catégorique. on fait non les pas- choses parce qu'il faut les faire. Oui, C'est tout. et Et on ne les fait pas parce qu'il ne faut pas les faire. Ça s'arrête là. il faut pas les faire pour quelle raison? Parce que ça découle de notre nature. Non, mais là, Hein je présentais la pensée. Oui, consciente. Oui. Et qu'est-ce qu'on voit? Que l'homme, face à un conflit de devoirs, mais il cédera. Oui. Donc, C'est inhumain. s'il n'y a pas une sorte de réarmement moral et spirituel, les gens peut-être continueront à fréquenter les églises. Un philosophe italien actuel Oui. qui se dit chrétien m'a épinglé lors d'une conférence en me disant mais vous faites tout le temps référence aux lois naturelles. Oui, mais ça n'existe Il n'y a pas. ni loi ni nature. Mais oui. Voilà. Alors ça, on l'a vu. Vous voyez, malheureusement, même des gens respectables comme Monseigneur Léonard, ancien archevêque de Bruxelles, Ouais. qui était un philosophe, dans son commentaire, par exemple, d'Humanité, il critique Humanité justement sur cet aspect de l'ordre naturel. C'est un hegelien. Donc, ce qui m'angoisse, c'est comment résister aux séductions, parce qu'il y a quelque chose de diabolique dans le transhumanisme. Évidemment. C'est Vous, luciférien. vous serez De comme des dieux. luciférien. C'est Vous ça. serez Et comme des dieux, c'est Comme on luciférien. le disait il y a quelque temps, on est arrivé vraiment à la 25e heure, aux ultimes combats. Et s'il y a des structures de péché, des structures mortifères qui enserrent et qui mènent une civilisation, une société à sa perte, ce qui manque aujourd'hui, c'est des vrais croyants, des saints. Et il est bon peut-être de se rappeler les débuts du christianisme. Les saints. Dire, les premiers saints, c'était quoi? Des martyrs. Et on va appliquer aux confesseurs ou aux vierges, tout ce que vous voulez, certaines vertus, on peut reprendre l'article de la Somme de saint Thomas, des choses qui étaient du propre du martyr, le témoignage. Il ne faut Aujourd'hui- pas chercher le martyr, mais il Non, faut s'y préparer. C'est ça, Oui. c'est ça. Et il est peut-être bon de se rappeler qu'il y a des points non négociables. La plupart des catholiques, ou nous ne parlons pas des protestants qui, bon, ça fait partie des États confédérés, comme disait un certain Maurras. Bon, bref, Bon, n'allons pas plus loin. alors que voulez-vous Bon. dire? Comment Allez-y. S'il n'y a pas, disons, un ressourcement, disons des petits élots de chrétiens, mais on sera balayé. Mais les îlots ne suffiront pas, ils seront balayés aussi au bon moment. Il faut se défendre, mais il faut aussi Alors pour se défendre, vous voyez, l'offensive. bien sûr, mais l'offensive, il faut d'abord des petites citadelles. Et c'est tout le problème
la chrétienté ou pas la chrétienté, c'est peut-être des débats aujourd'hui dépassés. Je ne crois pas. Comment ? Je ne crois pas. Qu'entendez-vous par chrétienté? Si c'est la civilisation chrétienne, Mais il y a, pas tellement d'autres. disons, il y a un d'autres possibilités. pasteur, je ne dirais pas de son nom, qui a eu le toupet de dire dans son avion qu'il n'y avait pas de civilisation supérieure à une autre. Bon. Donc ça, c'est une forme d'apostasie. C'est évident. Alors, Et pour si on revenir à- regarde du point de vue purement politique, Ouais. regardons par exemple des pays qui sont confrontés non seulement à qui sont des victimes de la mondialisation. Le Kosovo, où il y a quelques petits îlots de chrétiens, entourés de musulmans. Mhm. Quand il y a des prêtres rayonnants, ou un petit monastère, le village vit. Après, les autres disparaissent. Donc, je pense... Ah, mais dans l'Occident aussi, pendant longtemps, la civilisation ne s'est maintenue que par les monastères, autour des Bien monastères. sûr. La science, la vraie C'est le science, thème- et les sciences c'est le les thème plus de- vénérables C'est le se thème sont d'un des maintenues. livres que vous vendez, d'ailleurs, dans votre bonne librairie, de Von Roder, Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Ah, c'est vous qui l'avez. Oui, oui, très bien, très Non, bien. je ne l'ai pas Oui, oui. édité. Mais... Non, mais Non, non. excellent. Bon. Pour en revenir à ce que vous disiez, Père Jean Boboc, là, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, vous évoquiez l'ordre naturel, que nie maintenant, que contestent les modernes. C'est amusant, il y a un paradoxe. Les derniers qui croient à l'ordre naturel, ce sont ceux qui croient au surnaturel. Bien sûr. Oui. Vous savez, Et c'est alors, une très il faut bonne faire très formule. attention, parce qu'il y a C'est un deux constat, notions- c'est très simple. Il y a deux notions de l'ordre naturel. Vous voyez, la notion antique de la philosophie gréco-latine a une référence métaphysique. L'influence protestante, et je tiens là-dessus, parce que c'est eux qui ont tué l'Occident. Grotius. Le droit naturel du Grotius, mais on n'a plus besoin de Dieu. Alors, on garde certains principes, mais de manière purement arbitraire. C'est l'occasion de citer cette excellente phrase du non moins excellent Chesterton. Ôtez le surnaturel, il ne reste plus que ce qui n'est pas naturel. Voilà. On y est. Mais on est en Sur plein le plan, dedans, hein, c'est- c'est ça. On revient à la question de la morale aussi. Hein. Bien sûr. Quelles sont les sources de la morale? Mais alors, là, justement, Pourquoi mai 68 est arrivé si facilement? On avait auparavant une école laïque d'un bon niveau, mais qui enseignait une morale ancienne, comme vous disiez. Tout à fait. Une morale il faut. D'ailleurs, ce qui est amusant, On était passé de la morale chrétienne enseignée dans les écoles Au à 19 cette morale laïque qui était stricte et qui donnait de bons résultats scolaires, en tout cas sur certains plans. Et puis ensuite, si mai 68 s'est produit aussi rapidement, aussi brutalement, c'est parce qu'en fait, cette morale, les gens la suivaient sans savoir pourquoi. ce qui est très Parce qu'elle amusant, n'avait pas de Ce qui est très amusant, fondement quand on réel. quand on regarde Et on revient forcément les livres de à la morale religion. imprimés au temps de Ferry-Jules. On lit ça, on pourrait croire que c'est... Oui, c'est marqué par un certain christianisme, c'est vrai. Mais si on lit les lettres pastorales des évêques de l'époque, que ce soit même Dupanloup qui était un grand libéral ou de Montserrat, il prévoyait ce qu'on voit aujourd'hui. Une morale sans Dieu. Voilà. Eh bien, D'abord, morale sur Dieu, et puis ensuite, plus de morale. Là, le tout s'effondre comme un château de cartes parce qu'il n'y a C'est pas de évident. fondement. C'est eh bien, évident. je peux vous assurer que les infirmières de certains services où les enfants trisomiques ne verront pas le jour parce qu'ils sont supprimés avant la naissance ont une morale à elles. Elles sont persuadées qu'elles font bien. C'est-à-dire qu'on a réussi à Écoutez, tordre Aujourd'hui, la morale. à propos des états généraux de la bioéthique, j'ai entendu une Qui émission. vont commencer. Il y avait l'inénarrable Romero. Bon. Alors, très habile. Il ne représente rien, mais encore Attendez. une fois, c'est Mais on lui donne la parole. c'est le débat mais public, attendez, voilà. mais très habile. Il faut savoir décrypter. Il s'est fait très modeste en disant qu'il n'affirmait pas que peut-être il changerait d'opinion. Bon. Après, on donne la parole à des médecins, à des infirmières, qui, le plus naturellement du monde, expliquent qu'ils ont pratiqué l'euthanasie et que c'était un geste d'amour. Donc, perversion du langage. Oui, bien sûr, bien sûr. Il est bon peut-être de revenir à relire les débats parlementaires de 67 sur la loi de la contraception, les débats parlementaires sur l'avortement, et de voir l'affaissement intellectuel des hommes politiques, Mais leurs connaissances scientifiques sont crasses. effrayant.
crasse. Oui. Et de voir, je crois que c'est dimanche prochain, il y avoir une manifestation pour la vie, ou quelque chose comme ça. Bon. Oui, Marche pour la vie. Bon, Voilà. marche pour la vie. Dimanche Ça- 21. Bon, c'est sympathique. Mais ce n'est qu'un aspect du combat. Bien entendu, mais c'est quand même mieux que rien. Voilà. Bon, mais ce n'est qu'un aspect du combat. Alors, puisqu'on parle de... Je connais une grande quantité de professeurs de médecine Oui, qui parleraient comme nous. Mais ils n'ont jamais la parole. oui voilà. Non, mais Alors, je dis, Pour les dérives- médias pour créent les- le débat. Pour les dérives sociétales, pensons qu'à l'université de Lille, l'université catholique, Oui, pendant des années, ils ont fait des FIVED, des PMA, GPA peut-être pas, peut-être en cachette. Bon. Et protégés par le doyen de la faculté, qui s'est vanté de résister à Rome. Et qu'est-ce qu'on voit? Des livres, je dirais pas la maison d'édition, soi-disant catholiques, qui expliquent qu'ils ont été formés par le recteur Fallis, que ça l'a libéré. Mais libéré de quoi? Père Jean Boboc, on parlait un peu de réactions, de solutions. Là, vous avez la dernière partie de votre livre qui est consacrée à cela. Quelles alternatives? Alors, vous en distinguez plusieurs. Vous parlez notamment d'une réponse sociétale. Oui, j'ai utilisé le terme. Voilà, le nouveau terme, et qui a son utilité. Qu'entendez-vous par là, par réponse sociétale? Eh bien, c'est une société qui a viré sa cutie. Ah. Voilà. C'est une société qui n'est plus... Ce n'est plus une société. C'est une tendance. Ce n'est plus qu'une tendance. Aujourd'hui, nous ne sommes plus vraiment en société, hein, en tout cas, au sens strict du terme. Hein. Mais bien On sûr. voit Marcel Decorte. Oui, il y a De la dissociété. Une société, oui. C'est ça. Oui, j'essayais de proposer un certain nombre, non pas de solutions, mais de modalités d'abord de révolte contre ce système transhumaniste, deuxièmement, de reprise en main des jeunes. Et donc, dans cette deuxième partie du livre, il y a ces propositions qui vont maintenant être élaborées dans un second livre, Très bien. qui fera suite à celui-ci. Mais vous savez, c'est une aventure bizarre, parce que j'ai jamais voulu écrire ce truc-là. Ah oui. Bon, en tout cas, c'est quand même un travail considérable. Rien que la bibliographie est éloquente, extrêmement complète, abondante. Et le tout est largement annoté. Enfin, c'est un travail vraiment sérieux. Très aimable. Mais il y a beaucoup d'ouvrages qui sortent actuellement sur le transhumanisme, et ils sont tous dans Oui. un sens contraire à celui-ci. Oui. Ouais, ils sont tous Il y a pour le transhumanisme. Quelques-uns contre, mais Donc j'invite très les peu. auditeurs à l'acquérir à la librairie française ou le commander sur Amazon. Non, non, pas Amazon. Ah non, non, cher Thierry. Ah non, non. Là, vous allez me faire avoir une crise cardiaque. Non, non, non. Ils font pas partie justement de. Justement, ce sont les fameux Si, GAFA qu'on les évoque. GAFA, oui, Moteur c'est du ça. transhumanisme, Faut moteur pas de... les engraisser. Pour le moment, il est Ah non, il diffusé y a de comme ça. pire. Non, non, c'est une des choses qui. Quand j'entends de la publicité pour ce monstre capitaliste et inhumain qui exploite d'ailleurs ses employés et qui distribue ses bénéfices dans les causes les plus contestables, non, je suis affligé. D'ailleurs, cette société a tué la librairie en France. Au moins un quart des librairies de France ont fermé à cause de sa concurrence déloyale. Et puis maintenant, elle va tuer l'édition. Donc si nous aimons les livres, les librairies et les maisons d'édition, eh bien, il faut passer par le circuit traditionnel. Ce sera une meilleure action. Bon, Voilà. dans En ce tout cas-là, cas, on passer cherche- à la librairie française, voilà. Non, mais il y a aussi des sites de vente tout à fait honnêtes, voilà, sur Internet. C'est exact. Voilà, voilà. C'est exact. Donc, le transhumanisme décrypté par le père Jean Boboc aux éditions Apopsix. Est-ce qu'il y avait d'autres messages d'auditeurs, Elisabeth? Nous avons d'autres questions qui ont été peut-être plus ou moins évoquées, mais je vais les poser. Un auditeur demande: il a été dit sur Radio Courtoisie il y a quelques jours que la vie après la mort, telle que la conçoivent les chrétiens, était le premier transhumanisme. Qu'en pensez-vous? C'est pas idiot. Oui. C'est pas idiot. Un de mes collègues, quand j'étais étudiant en théologie, vient d'écrire un bouquin que j'ai trouvé sur une gondole à la FNAC, qui s'appelle « Le christianisme est aussi un transhumanisme ». Oui, bien entendu, on peut jouer avec ça.
On Oui, peut c'est jouer un- avec ça. C'est un jeu de mots. Mais c'est un Parce jeu de que mots, le bien Christ, entendu. qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et Pas voilà. demain, aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr. La grâce, et ça amène glorie et semence de gloire. Voilà. La mort n'enlève pas la vie, la transforme. Tout à fait. Chante la préface dans le rite Voilà. romain traditionnel. Tout à fait, tout à fait. Donc, à cette question, on peut répondre que d'une certaine façon positivement, bien sûr. On peut dire ça. Oui, c'est le vieux jeu du diable, c'est de singer Dieu en fait. Donc on Voilà. détourne. Voilà. Alors, c'est ce que font les transhumanistes. Ils singent Dieu, ils jouent à Dieu, et ils vous disent, nous serons des dieux, parce que nous serons immortels avec cette immortalité cybernétique. Une autre remarque, une auditrice nous dit qu'elle a la sensation bizarre d'entendre parler ce soir de toutes les problématiques d'Isaac Asimov qu'il avait imaginé dans ses romans de science-fiction. Évidemment, c'est la science-fiction aujourd'hui qui est... Enfin, la réalité dépasse la science-fiction. On n'est plus dans la fiction. On n'est plus dans la Ah. fiction. Et un auditeur demande aussi, pouvez-vous définir le terme performant que vous avez utilisé au Performant. début de l'émission? Performant, c'est aller au-delà de la possibilité naturelle. Donc on force la nature. Alors, je sais bien, on On dira, il n'y a l'adope. pas de nature. Mais On l'adope. Hein, oui, on l'adopte, c'est du dopage. C'est du dopage dans tous les sens. Alors on veut être performant à l'école, on peut prendre des médicaments pour ça, pour la concentration. On peut être performant dans tous les domaines. On se dope, le cycliste se dope, le tennisman se dope, le sportif se dope. Hmm. Et d'ailleurs, le dopage a été présenté d'une façon relativement positive par les transhumanistes dans différents ouvrages. Il faut Évidemment, utiliser les drogues, Oui, pour améliorer les performances. bien sûr, pour améliorer les performances. du Non, les corps. performances, pour répondre à l'auditeur, c'est le dépassement de la capacité naturelle. Alors ce rapport au corps chez les transhumanistes, c'est intéressant, puisque d'un côté, il y a ce mépris du corps. D'ailleurs, Oui. vous en parlez évidemment dans votre livre, je vous cite, « Le gnosticisme et le dualisme platonicien ont conduit à dévaloriser le corps, cette prison de l'âme, et atteindre la délivrance de cette corruptibilité de la matière. Mais en même temps, il y a une certaine idolâtrie du corps chez les modernes. Très Il y a contradictoire. une idolâtrie. Oui, tout à fait. Il y a deux écoles en fait. Il y a une école transhumaniste qui désire améliorer le corps, le modifier, en changer l'aspect, etc., avec Ouais. toutes les dérives qu'on peut imaginer que vous connaissez, en vue d'un corps très performant. Voilà. Bien. Et puis il y a les autres qui disent non, le corps, c'est pas intéressant du tout. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la conscience, c'est l'intelligence, et c'est ça qu'on veut techniquement Ouais. améliorer, en oubliant la matière, en oubliant la viande, car en fait il s'agit de ça. C'est un mépris de la viande. De la Ouais, chair. c'est très intéressant, Mhm. ces deux écoles que vous avez Deux évoquées écoles, tout à c'est l'heure. deux écoles différentes. Ouais. Mais malgré tout, la première école va vers la seconde, en bout de course. Parce qu'elle s'améliore tellement qu'elle va craquer et elle va vouloir se servir de la biotechnologie. Vous proposez aussi un éloge de la faiblesse et de la vulnérabilité Oui. parmi les réactions à cette Oui. tentation transhumaniste. C'est quand je suis faible que je suis fort. Saint-Paul. Je vous cite. La volonté transhumaniste de pallier les insuffisances des fonctions corporelles en les améliorant et en les augmentant, de lutter contre les injures que la condition humaine fait à l'homme, signe l'incompréhension contemporaine de la valeur spirituelle de la finitude. Nous n'irons pas jusqu'à faire l'éloge de la finitude ni de nous satisfaire de la maladie, de la vieillesse et de la mort, mais d'en montrer la grandeur lorsque l'homme sait la dépasser s'il en a compris le sens. La sublimer tient de l'expérience spirituelle. Fin de citation. Et on y revient encore une fois, c'est vrai que s'il n'y a que la matière, s'il n'y a pas d'au-delà, et Alors, de vous- divin connaissable et accessible, bon, on en arrive forcément. Vous là. avez un professeur de bioéthique à Strasbourg, catholique, qui a écrit un livre très intéressant justement sur sur la force de la faiblesse. C'est Marie Jotil. Je ne sais pas si vous la connaissez. Mais bon.
Alors, pour en revenir là, cette approche du corps, on est en plein dans l'utilitarisme. Total. Total. Le corps, par certains aspects, est chosifié. Oui, tout à fait. On peut en revenir. Mais l'utilitarisme, c'est une philosophie, en fait, qui est très anglo-saxonne, même très anglaise. Alors voilà, vous évoquez aussi les racines anglo-saxonnes. Tout à fait. D'un côté, il y a les Lumières, entre guillemets, On bien peut sûr. penser au Et de l'autre philosophe côté anglais, Locke en particulier, Aussi. qui fait de l'homme, non pas, ça c'est la vision chrétienne, l'usufruitier d'un don qu'il a reçu, mais le propriétaire, l'arbitre. Ouais. Et la clé est là. Alors, il est peut-être bon de rappeler que le transhumanisme a été condamné par le synode de Crète. Oui. Et non seulement par le synode de Crète, de juin 2016, donc il y a 2 ans. Le synode de Crète, dans son article 11 et 12, a enfin, pour une fois, dit quelque chose qui n'a jamais été dit, c'est que le premier des droits de l'homme, ce n'est pas les droits de la franc-maçonnerie. Le premier des droits de l'homme, c'est de naître. C'est différent du droit de vivre, hein. Le droit de naître. Moi, l'embryon, je veux naître. Et d'ailleurs, je vous le montre par la dynamique de mon développement. Je veux naître. C'est le premier des droits de l'homme. Et donc, leur cyclique continue sur ce thème, et notamment s'intéresse beaucoup, à ce qui se passe avec le transhumanisme et toutes les biotechnologies. Mais il y a eu juste après un forum, le 5e forum de dialogue catholique orthodoxe, où le transhumanisme a été condamné en tant que tel. De même que la théorie du genre. N'en déplaise à certains jésuites. C'est une autre affaire. Ouais. C'est une autre affaire. Donc, on est sur le plan chrétien extrêmement clair. C'est condamné. Une revue dont je ne vous citerai pas le nom m'a demandé de faire une étude sur un document bioéthique qui vient des protestants. Et l'introduction qui est faite, qui est document très bien fait, très scientifique, très médical, très peu religieux. Qui était de dire la chose suivante, dans le protestantisme, il y a tellement d'écoles, il y a tellement d'églises différentes, etc., que ce document que nous vous proposons n'est pas un guide. Il vous apporte des informations très précises, et naturellement, comme nous sommes protestants, nous travaillons et nous réfléchissons sur 2 bases. Le jugement personnel et la liberté. Non, excusez-moi, la responsabilité et la liberté de jugement. Alors évidemment, à partir de ça, vous avez des églises qui acceptent la PMA, d'autres qui l'acceptent du bout des lèvres, et on arrive à un cafouillis incroyable qui fait qu'on n'y retrouve pas ces petits, naturellement. Mais, globalement, la PMA, et même dans certaines Procréation églises, médicalement assistée. Oui, procréation médicalement assistée, est décrétée comme une bénédiction. Oui, mais maintenant, on entend les choses les plus farfelues. Voilà. De ce côté-là, bon, voilà, tout est possible. Bien sûr. Sur le plan des mœurs, c'est pareil, avec Bien sûr. des pseudo-mariages. Parce que nous n'insistons pas, nous, suffisamment sur la richesse de la stérilité. Voilà, c'est un thème très intéressant, en mariologie, par exemple, la richesse de la stérilité, car finalement, Marie a été fille de la stérilité. Oui. Et C'est-à-dire elle est la plus fertile. Oui. Elle a été fille de la fertilité. Elle n'a pas été, en aucune façon, la fille du plaisir, l'enfant du plaisir. Oui. Et elle est devenue la plus fertile des femmes. La mère des L'enfant de vivants. Dieu. La plus féconde. Oui, la plus mère des féconde. vivants. C'est ça. Mhm. Et ce genre de propos, là, celui que je viens de tenir à l'instant, ça devrait être un leitmotiv dans la lutte contre la PMA. Expliquer aux femmes, c'est très difficile à faire, mais expliquer aux femmes qui se plaignent d'une stérilité, qui est souvent d'ailleurs une infertilité, que les choses peuvent s'arranger dans un autre contexte, celui de la foi, celui de la tranquillité, de l'absence de stress, etc. Mais beaucoup de femmes stériles, soi-disant stériles, ont une vie trépidante, épouvantable.
Et ce n'est pas une condition pour faire des enfants. Et problèmes psychologiques. Mais bien sûr, mais bien sûr. Enfin, Et c'est bien- un vaste débat. Et des fois, C'est Notez énorme. qu'on peut aussi Oui. Adopter. corriger, enfin obtenir une correction de nos handicaps, de nos problèmes physiques, oui. par le recours à la prière et à la grâce. Bah, évidemment. Ça existe aussi. Bah, évidemment. L'intervention Mais divine qu'on mais obtient évidemment. par la grâce, évidemment, Bien même sûr. si c'est rare, etc. Bien sûr. Mais Bien dans sûr. tous les cas, nous sommes appelés, particulièrement les femmes, à la fécondité, à la maternité, même si cela peut prendre des formes variées. Mais bien sûr, D'accord. mais bien sûr. Alors il y a un problème qui est quand même grave ici dans nos sociétés industrielles, c'est le problème du social freezing, c'est-à-dire j'ai 40 ans, j'ai pas de conjoint, j'ai privilégié ma vie professionnelle. Alors je vais faire congeler mes ovocytes, parce que peut-être que dans une dizaine d'années, je souhaiterais que ces ovocytes soient fécondés. Alors féconder de quelle façon? Soit dans une banque de sperme, soit en rencontrant quelqu'un, etc. Une folie. Une folie. C'est pas vraiment Parce ce qu'on va entend vers, par on va maternité. vers cette question de la révision de l'adoption. J'adopte un enfant. Oui, très bien, Ouais. bravo. J'adopte un spermatozoïde. Oui, bien, oui, pourquoi pas. J'adopte un embryon. Oui, pourquoi pas. Tout un commerce de l'adoption qui se prépare. Il y a une inversion aussi de la façon de voir les choses. Mais bien C'est sûr. plus un don, c'est plus la générosité, c'est on fait ça pour son plaisir. Voilà. L'enfant est un objet. Voilà. quasiment On peut de le choisir, consommation. on peut le choisir sur commande, on peut le choisir sur catalogue. Quand je dis qu'on peut le choisir sur catalogue, dans le cas précis que je vous racontais tout à l'heure, cette femme qui a pris un embryon plus âgé qu'elle, le couple, car c'est un couple, a choisi l'embryon avec le médecin. Ils n'ont pas pris n'importe quel embryon, ils ont fait un diagnostic préimplantatoire. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des C'est le embryons... refus complet des lois de la nature. hein. Mais il n'y a pas de loi ni de nature, vous savez bien. Oui, bah, c'est Alors c'est voilà, le voilà, refus théorique et pratique. Voilà. Ouais, ouais. Et dans le fond, je me disais la remarque tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi une haine de l'homme en fin de compte, puisqu'on refuse la nature humaine. On ne sait plus les robots, les animaux, qu'est-ce qui nous différencie. En fait, en humanisme, en fait, c'est une haine de l'homme et Il y a- du coup il y a- de toutes les lois naturelles Il y a un rejet de l'homme et un rejet de la création en général. Oui. De la et de la nature de la en général. création et la tendance, on voit dans certains textes onusiens, de essayer de gommer les différences entre l'homme et l'animal, Mhm. Tout à fait. grâce, entre autres, à l'écologie, Oui, oui. qui va Mhm. devenir une sorte de para-religion Je suis totalement au service de l'ordre en mondial. phase avec vous et je m'irrite, j'ai pas peur de le dire au micro, je m'irrite du fait que le patriarche œcuménique, Colonel turc, ça ne dit pas ça. Et Mais si. ensuite, ben oui, enfin, c'est une autre affaire, attendez, parce que j'en ai autant pour vous. Mais mais allez-y, ça Non, ne non, dérange Ne nous pas. éparpillons Non, non, pas. hein. mais pour revenir à ça, le patriarche œcuménique et le pape François tiennent exactement le même langage sur l'écologie, parce que c'est quelque chose qui est porteur, mais ils parlent beaucoup de l'écologie, de la création, mais pas du créateur. Très Ouais, gênant, c'est un discours qui se veut un peu dans l'air du temps. n'est-ce pas? Ouais. En tout cas, il faut bien garder en tête que l'enfer est pavé de bonnes intentions et à chercher le bonheur et le paradis au mauvais endroit, on ne tombe que sur l'enfer, y compris l'enfer sur Terre. C'est-à-dire une société invivable. Toutes les tentatives de paradis terrestre ont fini lamentablement dans le sang. À commencer par la tentative communiste. Alors à force à vouloir une société, un individu surhumain, on va avoir une société inhumaine. Et n'oubliez pas que nous rentrons dans un conflit majeur. Les hommes améliorés contre les autres. Mm. Parce que ce ne sera pas supportable. Comme dans les films de science-fiction. Et on y est. Nous y sommes. Il va y avoir quand même un conflit avec la tendance égalitaire de l'idéologie moderne. De toute façon, cette idéologie est contradictoire. L'égalitarisme et la liberté, par exemple, font mauvais ménage. Oui. Mais c'est quand même les soubassements idéologiques Oui et officiels. non. Oui et non. Regardez, la plupart des lois dites sociétales ont été faites justement au principe de l'égalité. Je vous enlève pas des droits, je vous en donne plus, à vous de choisir. Puisque l'État est incompétent. Tout ce qu'il peut faire, c'est un rôle de police.
Oui, et encore, l'État est soumis, et ça c'est le problème du système démocratique actuel, l'État est soumis à la finance, voilà, à la puissance financière. Non, on prétend en le d'autres problème termes démocratique. d'une manière plus violente, mais c'est pas le sujet de Non. l'émission aujourd'hui, Un petit peu, parce que... Ouais. le politique est mort. Alors justement, voilà, Parce on que- a évoqué tout à l'heure Oui, le au politique début est mort. l'économique. Oui. Ce D'où l'importance- transhumanisme découle de la prééminence de l'économique, D'où de la l'import- fonction économique, d'où l'importance du culte du profit. Et c'est pour ça aussi qu'on voit l'homme Et comme pas uniquement ça. Disons de la... sous un aspect uniquement, attendez frère Thierry, Oui. un instant, on voit l'homme sous son aspect utilitaire d'abord, de consommateur, voire de producteur, mais surtout de consommateur, parce que c'est l'économique qui domine. Et l'économique domine, pourquoi ? Parce que le spirituel s'est effacé, puis le politique à son tour. On ne pourra rétablir les choses qu'en remettant ces trois fonctions de la société, ces trois aspects de la société dans l'ordre. Le spirituel, le politique rétabli et l'économique. L'économique qui doit être subordonné Au au service. bien commun, et ça c'est le politique qui doit s'en occuper. Et c'est plus Ce le cas. ce n'est pas du marxisme évidemment, et je ne veux pas restreindre les libertés, en tout cas le moins possible, mais c'est l'économique doit être remis à sa place, il faut restaurer le politique, et puis bien sûr il faut que la religion reprenne ses droits, et bon, qu'elle sorte peut-être d'abord de la crise interne dans laquelle elle est.